Merci de suivre l'Intelligent Club en direct sur l'Intelligent TV. Au sommaire de cette émission, arrestation d'Innocent Yao, le président de la JPDCI rurale. Quelles en sont les raisons? Meeting du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire du 7 juin. Que prépare Laurent Gbagbo, son président? Soro Djabiga, Jean-Richard Nguesson, bonsoir. Bonsoir, Agi. On se retrouve dans quelques instants pour les débats. Soro Djabiga, l'on a appris hier l'arrestation en cours de soirée du président de la JPDCI rurale, qui est la jeunesse du PDCI dans les régions rurales du pays, Innocent Yao, qui a été arrêté alors que la plainte qui a été formulée contre lui par l'un de ses condisciples, membre du même parti, un certain Wilfried Kofi, a été finalement retirée. Finalement, elle a été requalifiée, par des poursuites contre sa personne. Et aujourd'hui, on apprend qu'il a été placé sous mandat de dépôt au pôle pénitentiaire d'Abidjan après avoir fait un tour au parquet. Revenons avec vous sur les raisons et les circonstances de l'arrestation de ce leader de jeunesse politique. J'aimerais souligner que l'arrestation d'Innocent Yao, président de la jeunesse urbaine du PDCI, de la jeunesse rurale du PDCI, merci pour la précision, a enflammé les réseaux sociaux cet après-midi et depuis hier, disons. Et certains y voyaient une main noire du pouvoir. Mais d'après des informations recueillies, il s'agit d'une affaire interne. Tout est parti d'un problème interne. Initialement, voilà. Donc, tout a commencé lors d'un meeting dans une vidéo qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par les soins de Innocent Yao. Il a filmé des mineurs, des enfants qui étaient habillés par des t-shirts à l'effigie du PDCI et dont certains aussi avaient porté des t-shirts à l'effigie de Dame Valérie Yapo. Et en légende, il a mis que ces enfants ont été envoyés par, comment il s'appelle déjà? Un certain Wilfried Kofi. Voilà, il a titré que ces enfants ont été envoyés par Wilfried Kofi pour venir s'aimer le trouble et la zizanie au sein du PDCI. Et ce dernier qui a vu cette vidéo circuler avec son nom là-dedans n'a pas du tout apprécié cette réaction. Du coup, l'affaire a pris une tournure judiciaire. Il a saisi la justice. La PLCC. La PLCC. Précisément. Voilà, il a saisi la PLCC et Innocent Yao a été convoqué. Quand il a été convoqué, il allait répondre et de là-bas, on l'a déféré à la préfecture. La convocation date justement d'hier, mercredi 4 juin. Voilà, ce que certains n'ont pas compris, c'est pourquoi, alors que Wilfried Kofi a retiré la plainte, Innocent Yao continue d'être maintenu en prison et aux dernières nouvelles, il a été aujourd'hui transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qu'on appelle aujourd'hui le pôle pénitentiaire d'Abidjan. Voilà. Et cette affaire-là, au-delà même de l'aspect judiciaire qu'on voit aujourd'hui, ça met en lumière les problèmes internes au sein du PDCI. D'un côté, il y a le groupe de Valérie Yapo, qu'il faut le dire, qui est malheureusement une figure montante au sein du parti, qui incarne la dissidence, qui incarne une certaine rigueur. Et en face, il y a le côté de Tidjane Thiam, qui est le président légitime et légalement élu, dont Innocent Yao est l'un des plus grands relais. Du coup, c'est un peu en termes de mobilisation et en termes de communication. C'est un peu compliqué parce que cela intervient aussi dans un contexte où le président Tidjane Thiam est définitivement radié de la liste électorale. Et il faut le dire, comme je l'ai souligné tout à l'heure, Innocent Yao est un grand communicant, il a une voix qui porte. Aujourd'hui, dans cette posture où il se trouve en détention, il n'a plus la force, il n'a plus les moyens de communiquer ou d'appeler à une quelconque mobilisation, alors qu'on sait que hier, le secrétaire exécutif du parti a lancé déjà un message à l'endroit des militants pour leur dire de se préparer parce que très bientôt le PDCI va descendre dans les rues sur toute l'étendue du territoire national. Du coup, le PDCI est en difficulté aujourd'hui parce que c'est l'un de ses grands lieutenants qui est détenu et malheureusement, tout est parti initialement, comme on l'a dit, par une plainte qui a été posée, par une plainte qui a été posée par un membre du parti. Voilà. Jean-Richard Nguesson, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a très peu de détails sur l'évolution des choses. On tente de joindre l'avocat Maître Soubi, qui était au tribunal d'Abidjan ce matin pour soutenir l'accusé, Innocent Yao. Et jusqu'à cette heure, l'évolution des choses semble assez confuse. Tout de même, est-ce qu'on peut être surpris de la tournure que prennent les événements? Arrêté pour une question de diffamation hier, mercredi. Aujourd'hui, l'on apprend qu'il est
qu'il est transféré au parquet, puis finalement déféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan en attendant de plus amples informations sur le sujet. Est-ce que vous êtes surpris de la tournure que prennent les choses? Ah oui, je suis surpris comme un bon nombre d'Ivoiriens. Je ne vais pas revenir sur la genèse de cette histoire. Soro l'a déjà souligné, c'est une question de querelle interne entre membres du PDCI RDA. C'est une situation assez dommageable parce que lorsqu'on a regardez de plus près, aujourd'hui, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Il est également accusé de destruction. D'après les informations non encore confirmées. Selon les informations qui circulent. Et vous savez, aujourd'hui, au regard de cette situation... Et des accusations qui remonteraient aux événements de la désobéissance civile qui date de 2020, lors de la crise électorale qui avait suivi donc l'élection du président Ouattara. Merci de le préciser. Vous voyez, lorsqu'on regarde de près cette situation, cela part d'où? Toujours de la question Valérie Yapo. Kofi Wilfried est un partisan et fervent défenseur de Valérie Yapo. Il estime qu'il n'était pas à cette manifestation, qu'il a été accusé par Innocent Yao. Il porte plainte à la PLCC. Il ajoute même, pour ajouter un peu d'eau à votre moulin, il ajoute que le jour de ce meeting, il était à une manifestation en soutien à Dame Valérie Yapo. Effectivement. Ouais. Et puis, lors des échanges, j'ai lu un communiqué de la PLCC à l'instant qui dit que lorsqu'il a été convoqué et interrogé, Innocent Yao déclare qu'il n'a pas voulu nuire à Kofi Wilfried ni exposer encore moins ses mineurs. Il dit avoir agi dans l'intention de montrer sa bonne foi et de prouver à tous ce qui se passait notamment et que les enfants n'étaient pas autorisés à participer à une activité. Mais ce que la PLCC reproche par ailleurs à Innocent Yao, il faut le préciser, c'est qu'il a porter atteinte, c'est une diffamation et une atteinte à l'image sur des mineurs. Parce que conformément à l'article 60 de la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que l'article 360 du code pénal. Il ne faut pas filmer, publier ou afficher quelqu'un ou des mineurs sans leur consentement. Et quelles sont les peines encourues lorsqu'on se rend coupable d'une telle faute? Généralement, les peines encourues, il y a non seulement des peines d'emprisonnement, et puis il y a des montants qu'il faut payer. Mais là, lorsqu'on regarde de plus près, au regard de ce qui nous est donné de constater aujourd'hui, parce que Kofi Wilfried a retiré sa plainte, mais là, c'est d'autres chefs d'accusation. Je pense que c'est bien dommage. Certains avaient pensé à une stratégie politique, mais quand on regarde la genèse de l'histoire, c'est un conflit interne. Et la justice est saisie malheureusement de cette situation-là pour condamner M. Innocent Yao. Soro Djabiga, à quoi est-ce que l'on doit s'attendre? Certainement qu'il nous faut encore quelques heures pour y voir plus clair, voir l'évolution des choses. Est-ce que oui ou non? Ou bien quels sont les chefs d'accusation qui ont été retenus contre Innocent Yao et qui justifient sa mise en détention au pôle pénitentiaire d'Abidjan? Mais entre-temps, est-ce que finalement on doit s'attendre à ce que ce dernier-là puisse être incarcéré de façon indéfinie dans cet établissement carcéral? Puisque pour l'instant, nous n'avons pas officiellement les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Actuellement, cette affaire est encore dans le secret de l'instruction. Donc, on ne peut pas dire véritablement ce qui attend le PDCI ou ce qui encore attend plus précisément Innocent Yao. Mais il est clair que cette situation s'est déjà vécue. Innocent Yao n'est pas le premier ni le seul militant du PDCI qui est détenu en prison. Il y a Macron qui est encore détenu. Macron premier, ça fait maintenant des mois par le biais d'une plainte qui est venue encore du PDCI au plan interne. Donc, ça prouve que le PDCI aujourd'hui a un problème structurel. Il y a un problème de gestion en interne. Il y a une division qui est claire au sein du PDCI qu'il faut régler. On ne sait pas si cela est symptomatique du décès du président Henri Konan Bédié. On ne sait pas cela, mais le PDCI vit une situation aujourd'hui inédite. Il y a eu d'abord le départ du président Félix Houphouët-Boigny. Ça n'a pas créé une saignée, ça n'a pas créé ce genre de problème. Ah si, quand même. C'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes. Voilà, il y a eu la création du RDR qui a drainé un grand nombre de militants. Oui, je suis d'accord, mais la situation que le PDCI traverse aujourd'hui avec les assignations en justice qui viennent de l'intérieur, tout ça, c'est pas pareil. Mais là encore, le conflit est venu de l'intérieur à la mort du président Houphouët, d'une discorde entre des cadres. Oui, là encore, c'était de façon régionaliste que le conflit se situait. On pouvait comprendre cela parce que le père fondateur n'est plus, il est parti. Et vous comprenez que beaucoup de membres de ce parti y étaient
à cause de Oufoué. Peut-être c'est lui qui était l'attraction. Mais le PDCI a quand même su se consolider depuis lors jusqu'à 2018 où il y a eu peut-être la saignée avec le divorce avec le RHDP. Non, mais même avant, juste pour vous resituer dans le temps, déjà en l'an 2000, ou bien après le coup d'État de 99, on a eu une autre saignée avec l'avènement de la junte militaire du CNSP de Robert Guéhi. D'autres cadres se sont évaporés. Et quand Laurent Gbagbo vient au pouvoir, il emporte avec lui encore d'autres cadres et de nouveaux courants internes au PDCI se forment en soutien à la candidature de Laurent Gbagbo en 2010. Donc le PDCI traverse différentes mais force est de reconnaître que le PDCI est un parti qui est quand même résilient et assez solide. Avec tous ces événements que nous avons égrenés tout à l'heure, le PDCI a continué d'impacter, le PDCI a continué d'exister avec la force politique qu'on lui reconnaît. Et depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, il faut reconnaître que ce parti est résilient. Donc ce qui se passe maintenant, c'est inédit, c'est vraiment grave que des militants aujourd'hui continuent de croupir en prison par des plaintes qui viennent de l'intérieur. Je pense qu'il est temps que le comité des sages prenne ses responsabilités. Là encore, c'est problématique. Parce que récemment, le militant de Daloa qui avait appelé à la démission de Tidjane Thiam, quand on l'a eu au téléphone, il a fustigé directement les sages du parti. Il a dit que les sages du parti étaient responsables de ce qui arrivait parce que ils ont suivi Tidjane Thiam sans objectivité, sans véritablement peser la pleine mesure de la situation et comprendre. Ils ne font plus l'unanimité. Justement, ils ne font plus l'unanimité. Au contraire, même leur crédibilité est mise en cause alors que c'est eux qui sont censés être les garants de ce parti-là. Si aujourd'hui les sages sont mis en difficulté, ils sont remis en cause, qui donc va convoquer des gens lorsqu'il y a des difficultés au plan interne? Cela justifie le fait qu'aujourd'hui le PDCI est trimballé par n'importe quel militant devant les juridictions. Et c'est grave pour l'avenir de ce parti-là. Moi, quand j'observe de plus près toutes ces querelles internes au niveau du PDCI, RDA fragilisent, quoi qu'on dise, le parti. On sait plus ou moins que cette histoire Valérie Yapo a fragilisé le parti, le départ de Guy Kawe, il a évoqué certains faits, et aujourd'hui, avec cette situation, une plainte d'un militant du PDCI RDA contre un autre militant qui, aujourd'hui, on voit plus ou moins que cette action-là fragilise encore plus le parti. Il parlait tantôt du poids politique de M. Innocent Yao, on connaît sa verve, on connaît sa capacité de mobilisation, on sait qu'il a été constamment sur le terrain pour défendre M. Tidjane Thiam, mais aujourd'hui, c'est une valeur sûre que le PDCI est en train de perdre si évidemment, il est gardé en prison. Alors là, j'ai envie de vous demander, justement, puisque vous évoquez le poids politique de celui qui est aujourd'hui entre les mains de la justice ivoirienne, quel impact est-ce que sa détention, ou bien l'éventuel prolongement de sa détention, pourrait avoir sur les futures actions politiques qu'entend mener le parti pour contester la radiation de M. Thiam de la liste électorale? Vous savez, au-delà de l'impact que cela pourrait avoir, ce que ça a un impact assez négatif sur le parti parce qu'il y a une multiplication de procédures, non seulement judiciaires. On sait que les regards au niveau de la plupart des militaires étaient braqués sur la situation du président Tidjane Thiam. On connaît plus ou moins tous sa situation. Aujourd'hui, il y a un cadre du parti qui vit une situation plus ou moins difficile encore. Ça fait que les forces sont plus ou moins dispersées et aujourd'hui, au lieu de regarder à cette dynamique, comment remettre le nom du président Tidjane Thiam sur la liste électorale, aujourd'hui on est en train de parler du cas de Innocent Yao, comment le sortir de prison, comment lutter pour qu'il sorte de prison. Je pense que l'un mis dans l'autre, ça crée plus ou moins du désordre dans le parti. C'est pourquoi il est important aussi d'en appeler au comité de sages. Soro l'évoquait à l'instant. Le PDC est un parti qui très souvent nous a habitués au dialogue, à la négociation. Mais ce qui nous est donné de voir depuis plusieurs mois est plus ou moins frustré et désolant. Un parti qui incarne l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a su se réinventer. On a évoqué les différentes traversées de désert de ce parti, mais aujourd'hui, quand on regarde cette situation aujourd'hui, on se dit, mais où est le comité de sages? Aujourd'hui, on observe qu'il y a un certain nombre de cadres qui restent silencieux face à un certain nombre de situations. Est-ce que en sourdine, il y a des actions menées? On attend de voir, mais de plus en plus, le parti est trimballé devant la justice et certains auraient pensé que cela viendrait de l'adversaire, mais quand on regarde encore le cas Innocent Yao, c'est bien un militant du PDCI qui
met un autre militant du PDCI, on peut le dire comme ça, en quelque sorte, en prison. Soro Djabiga, est-ce que c'est le signe d'une crispation qui est en train, auquel on est en train d'assister aujourd'hui avec la possible incarcération d'Innocent Yao? Oui, la crispation est réelle, c'est factuel. Cela a commencé depuis quelques mois déjà, avec les agissements de Dame Valérie Yapo. Après ça, nous avons vu aussi les différentes sorties de Bion qui a commencé plus tôt à dénoncer déjà la légitimité et la légalité de Tidjane Thiam. Et récemment encore la démission et le communiqué de l'ex-secrétaire exécutif qu'on appelait affectueusement Capitaine Courage, le professeur Moïse Kakou Gikawe. Aujourd'hui, la crispation au sein du PDCI est réelle. Et comme Jean-Richard l'a dit tout à l'heure, malheureusement, le comité des sages est en difficulté, ne peut pas intervenir. Et aujourd'hui, c'est plusieurs groupes. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a plusieurs factions qui se dégagent dans cette bataille interne-là. Parce que on n'a pas encore vu ces différentes figures ensemble. On ne peut pas conclure qu'elles sont dans le même camp. Il y a Valérie Yapo de son côté qui a mené des actions impactantes, qui a eu des conséquences dramatiques sur la gestion du PDCI. Le PDCI n'arrive pas à fonctionner véritablement depuis quelques mois déjà. Le PDCI... Tous contestent, hein, quelle que soit la personnalité. Oui, ils contestent tous, mais on ignore pour l'instant, les conditions de sa même mise. Oui, leurs déclarations convergent, mais nous ignorons pour l'instant leurs ambitions. Parce qu'il faut le dire, les ambitions sont légitimes. Valérie Yapo n'a pas caché son intention éventuellement de soutenir M. Bion si ce dernier se décidait, bien sûr, à se lancer à l'aventure pour la présidentielle. Oui, il y a Moïse Kakou Gikawe qui avait proposé en son temps d'être le président du parti et Tidjane Thiam allait être le candidat du parti. Ça encore, il s'est buté à une opposition, à une résistance des autres cadres du parti. Et il y a d'autres pontes encore du parti qui sont là et qui observent la situation, qui ne sont pas forcément contents de ce qui s'est passé récemment avec l'intrusion rapide, je vais dire comme ça, de Tidjane Thiam sur la scène politique et son bombardement entre griffes à la tête du parti. Beaucoup de cadres n'ont pas apprécié cela, mais vu que la marée convergeait vers lui, vu que le monde convergeait vers lui, ils se sont laissés aller. Aujourd'hui, on sent de plus en plus des gens qui se désistent, je vous l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de nouveau réveil. Aujourd'hui, qui place le président Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo dans une photo ensemble. Ça montre déjà que certains cadres du PDCI voient déjà une probable alliance entre le PDCI et le PPACI, alors que tout le monde ne voit pas la chose de la même manière. Voilà encore un autre courant qui est en train de se dégager en filigrane. Donc il y a trop de difficultés aujourd'hui au sein du PDCI et on ne sait pas véritablement qui prendra ses responsabilités, qui est légitime ou qui fait l'unanimité pour pouvoir prendre ses responsabilités et réunir toutes les parties pour pouvoir régler le problème. Parce que déjà, il faut le dire aussi, les gens sont allés trop loin. Valérie Yapo est allée trop loin. Est-ce qu'aujourd'hui au PDCI on pourra lui pardonner cela? Est-ce qu'on pourra la faire asseoir sur la même table que les autres cadres du parti pour pouvoir régler le problème? Elle est ultra minoritaire au sein du bureau politique. Oui, mais ces actions ont quand même eu des conséquences très graves sur le parti. Elle est allée trop loin. Aujourd'hui, la déclaration de Gikawe aussi également a eu beaucoup de conséquences sur ça a fragilisé quelque peu le parti. Le PDCI est un peu déboussolé aujourd'hui. Quand on observe le PDCI aujourd'hui, c'est comme le cas d'un enfant qui est orphelin. Le président Bédié n'est plus là, malheureusement. Tidjane Thiam se retrouve encore en Europe, ça fait près de 2 mois maintenant, en difficulté, il n'a pas de certificat de nationalité, il a été radié définitivement de la liste électorale. Il n'y a même pas quelqu'un en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour pouvoir drainer tout ce monde-là. Parce qu'il n'y a pas de leader assez fort qui ont pu se dégager depuis un certain moment pour pouvoir assurer l'intérim si Tidjane Thiam n'est plus là. Ça prouve qu'il ne s'était pas préparé au départ brutal du président Henri Konan Bédié. Bion également, qui essayait tant bien que mal de mener des actions pour se positionner. Peut-être qu'il ne le faisait pas bien, ou bien peut-être qu'il ne donne pas assez de moyens aussi, il faut le dire. Mais il n'a pas forcément l'aval de la base. Cela pose, à écouter cela pose aussi le problème de la ligne que le PDCI veut aujourd'hui s'octroyer, parce qu'on n'a aucune lisibilité. Aujourd'hui, le PDCI n'est que focus sur la candidature de son président. Et c'est l'enjeu majeur du moment où nous sommes à 4 mois de la présidentielle. Au-delà de cet aspect aussi, il y a un aspect important aussi, c'est la solidité du parti, la solidarité. Il faut qu'on sente une solidarité, il faut qu'on resserre les lignes. Est-ce que l'on peut museler les ambitions dans un parti politique? Le président Henri Konan Bédié est mort, même de son vivant. On a eu Kouadio Konan Bertin qui a surgi pour s'opposer à sa candidature. Il estimait qu'il fallait qu'il cède la place à une figure plus jeune, tout autant que Jean-Luc Bion, même du temps du président Bédié. Alors là, aujourd'hui, le président Bédié n'étant plus,
présent. Voici un jeune loup qui débarque, c'est vrai, qui est dans l'antichambre du parti, qui est quand même une figure très symbolique, mais concrètement, à qui l'on reproche d'avoir été absent durant toutes ces dernières décennies. Alors, Tidjane Thiam adoubé par l'écrasante majorité de la base et même du bureau politique, mais dans le même temps, Jean-Luc Billon qui a le droit de dire « j'ai envie ». Je me sens plus légitime à incarner les aspirations politiques du PDC. Est-ce que, quel que soit ce qui peut être envisagé comme solution intermédiaire, on peut faire taire les ambitions? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème qu'a le PDC de nos jours, c'est cette volonté-là de porter forcément Tidjane Thiam. Mais c'est la volonté de la base. C'est pas un problème, c'est légitime. Non, la volonté de la base. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, la question du messie en politique pose par moments problème. Aujourd'hui, le parti traverse une difficulté. Et aujourd'hui, le candidat que le PDC estime être le candidat idéal pour les prochaines élections est en difficulté. Et le parti est fragilisé par un certain nombre de situations. Que faut-il faire? Bon, par moment, je me dis aussi qu'il faut se poser les bonnes questions. Le PDC est un parti fort. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Aujourd'hui, c'est de voir quelle peut être l'alternative. Et non seulement aujourd'hui, mettre tout le monde d'accord. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut colmater quoi qu'on dise les brèches au niveau du PDC-RDA. De façon concrète, aller un peu plus pragmatique. Il y a des problèmes au niveau du PDC-RDA. Vous avez évoqué le cas Billon. On sait que le silence de M. Thierry Tano est un silence assourdissant. Il parle très peu. On connaît le cas Gikawe. On sait qu'au niveau du comité des sages, ils sont nombreux à être silencieux. Certains cas ne parlent pratiquement pas. Donc cela veut dire qu'il y a un problème. Et à ce niveau-là, il faut essayer de régler le problème. Aujourd'hui, on est tellement focus sur la candidature du président Thiam, mais on perd de vue certaines réalités du parti. Soyons un peu plus concrets. Moi, c'est vrai, vous évoquez beaucoup d'hypothèses, c'est de bonne guerre, c'est normal, mais soyons un peu plus concrets dans l'analyse. Concrètement, qu'est-ce que le PDCI fait aujourd'hui pour ramener l'unité en son sein? Est-ce que, comme le suggèrent certains, les profondeurs de Tidjane Thiam, on les carte pour laisser la place à ses adversaires politiques au sein du parti, pour que enfin la paix revienne au PDCI? Ça, c'est dans l'entendement de ceux qui sont adversaires à Tidjane Thiam. Ou est-ce qu'on le met sur le même pied d'égalité pratiquement que les autres? Et là encore, et s'ils partent à une compétition électorale en interne et qu'ils viennent encore à les battre, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, vont-ils ressurgir ou vont-ils s'estomper? On connaît tous le parcours de Tidjane Thiam. C'est un excellent parcours. C'est un homme assez brillant. Il peut porter une candidature. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité? Selon vous, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Qu'est-ce qu'on fait face à la difficulté? Est-ce qu'il faut foncer jusqu'à la dernière énergie face à cette difficulté? Ou est-ce qu'il faut contrôler la difficulté? Le PDC a la possibilité de se donner peut-être de susciter une autre candidature et porter cette candidature, une candidature qui pourrait être portée par le président Tidjane Thiam lui-même. Je vais d'abord répondre à ça. J'en viens parce que... Elle le dit, ne veut pas dire forcément il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'est pourquoi j'appelle à être concret, parce que si aujourd'hui on estime que Thiam doit porter une autre candidature, quel que soit, est-ce que c'est forcément Jean-Luc Billon qui doit adouber? Pas forcément, je ne l'ai pas dit. J'en viens pour que la paix revienne au sein du parti, ou bien, quelle que soit la personnalité que Thiam pourrait adouber personnellement, qui pourrait être acceptée par l'ensemble de ses partisans, est-ce que cela pour autant amènera les autres, Jean-Luc Billon et autres, à renoncer à leurs ambitions? Grosse question. D'accord. Avant de répondre à cette question, je vais d'abord répondre à Jean-Richard. Parce que le problème est plus profond qu'il n'y paraît. Chaque fois, Jean-Richard ramène cette solution. C'est vrai, c'est son droit de proposer des choses. C'est son point de vue. Voilà. Et il parle tout le temps de solutions alternatives. Mais si le PDCI commet cette erreur, ou encore le PPAC commet cette erreur de promouvoir un autre candidat, ce serait cautionner la forfaiture juridique qu'ils ont toujours dénoncée. Ce serait cautionner les abus de pouvoir qu'ils ont toujours dénoncés. Ce serait cautionner les violations des droits de l'homme qu'ils ont toujours dénoncées. Vous savez, la solution alternative n'est pas le seul problème qui se pose actuellement.
L'alternative, c'est quoi? Proposer un autre candidat, n'est-ce pas? Mais après cela, est-ce qu'il faut aller à ces élections-là dans ces conditions que nous connaissons, où la gestion de la CEI est aussi opaque et controversée? Non, mais la question sur Rodjabiga, j'allais venir. Vous me permettez, j'allais venir. Si aujourd'hui Tidjane Thiam décide de céder la place ou la candidature à quelqu'un d'autre, mais est la question de l'audit et de la liste électorale. Et la question même de la réforme de la CEI. Les CEI locales posent problème aujourd'hui parce qu'ils sont majoritairement constitués des membres qui sont directement ou indirectement liés au régime en place. Il y a tous ces problèmes-là qu'il faut régler. Donc ça ne règle pas le problème. La dernière fois, Dr Ousmane Chérif l'a dit. Si on part à ces élections, même si Jésus est notre directeur de campagne, on perd ces élections. Parce que le problème de la CEI n'est pas encore réglé. Maintenant, pour revenir sur les solutions que vous proposez, c'est difficile. Là, je demande de façon très claire. Jean-Richard suggère une autre personnalité, un plan B, une alternative que pourrait porter lui-même Tidjane Thiam, qui est adoubé, mais c'est clair, par la majorité des militants, non parce que tous les militants du parti. Alors, qui pourrait-il proposer, vous voulez que je propose un nom? Pourrait-il proposer qui puisse amener Jean-Luc Billon à se dire c'est bon, je t'aime mes ambitions, quelqu'un d'autre pour dire c'est bon, maintenant c'est ok, vous savez, tout est bien. D'abord, avant de répondre, je vous dis, il est difficile de faire raisonner quelqu'un qui refuse de comprendre. Il est difficile de réveiller quelqu'un qui ne dort pas déjà. Maintenant, pour parler d'une autre candidature, moi je voyais par exemple Akossi Benjo, mais il a été radié définitivement. Mais même si Akossi Benjo devait être promu, même s'il avait tous ses droits civiques et politiques, est-ce que pour autant... Est-ce que ça allait éteindre les ambitions? Cela peut éteindre les ambitions. Justement, c'est compliqué. Jean-Luc Billon a décidé d'être candidat il y a très longtemps, depuis le vivant d'Henri Konan Bédié. Il n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur du regard du président Henri Konan Bédié. C'est pas aujourd'hui à son absence qu'il va désister devant un Tidjane Thiam qui a été absent pendant longtemps, comme il dit. Un candidat même qui l'a qualifié de hors sol. Alors, qui d'autre? Par exemple, Nyamé Yao. Tidjane Thiam dit aujourd'hui, je me retire. Nyamé Yao, vous ne le savez pas, Nyamé Yao fait partie des personnes qui sont dans les secrets du PDCI. Non, d'accord. Je viens. N'importe quoi. Nyamé Yao aujourd'hui, Jean-Richard Descend. Thiam dit, écoutez, je prends Nyamé Yao, mais qui vous voulez encore, hein? Qui donne il sera suivi parce qu'il est adoubé par la c'est pas aussi simple que ça. On ne parle pas du suivi. On ne parle pas du suivi. Est-ce que ça va éteindre les ambitions? Tidjane Thiam est déjà largement suivi. Il n'y a rien à dire par l'ensemble de l'appareil politique du parti. Tidjane Thiam dit aujourd'hui, je place n'importe qui, n'importe quel joker. Est-ce que ça va calmer les ardeurs? On part à une convention. Est-ce que la récente convention du 9 a pu calmer? Est-ce que ça peut calmer les ardeurs? Récemment, dans une conférence de presse, on parlait de convention, de la tenue d'une convention. Si éventuellement ce cas de figure devait se faire, on part à une convention. Et forcément que le candidat... La dernière fois que Jean-Luc Billon, c'est de lui qu'il est question. Tu peux me dire la dernière fois que Jean-Luc Billon a participé à une convention ou un congrès du parti, ça ne va pas le calmer. Aujourd'hui, la possibilité qu'il a il ne viendra pas. Avant le dernier congrès. Avant le dernier congrès, j'ai dit que Jean-Luc Billon n'ira jamais à la confrontation comme Tidjane Thiam parce que cela permettra d'évaluer son véritable potentiel politique et il n'y est pas allé. Même si aujourd'hui on décide de promouvoir un autre candidat, il n'ira pas parce que ce candidat va le battre à plate couture. Donc il n'ira pas. Mais il est confortablement installé dans cette position où il a un micro et il dénonce passer sa voix porte, il faut le dire. Alors la solution serait quoi finalement, Jean-Richard? C'est que Thiam se retire. Aujourd'hui, c'est pas une solution. Contre la volonté de la majorité de la situation. Oui, contre la majorité de la plupart des donc le problème c'est Thiam, selon vous? Pas forcément, il n'est pas forcément le problème. Ah, mais finalement, c'est ce qu'on peut déduire. Il est aussi la solution. Puisqu'il incarne une nouvelle dynamique au niveau du PDCI. Il est porté, il est soutenu par la plupart. On l'a vu au deuxième congrès, il a été porté par 99% des militants. Donc aujourd'hui, il incarne cette dynamique. Il est la personne que la plupart des militants veulent suivre. C'est à lui de surfer sur cette dynamique et ouvrir une brèche pour une personnalité qui pourrait, pourquoi pas, il pourrait soutenir par derrière. Et puis je me dis que est-ce que tu ne t'es pas posé pour l'opposition d'incarner une personnalité. Est-ce que tu ne t'es pas posé la question de savoir pourquoi le régime en place ne veut pas de la candidature de Tidjane Thiam? Vous avez déjà vu quelqu'un qui choisit son adversaire? Ça ne vous pose pas problème? Ça nous dit rien? Ça, ce sont des hypothèses. Choisir son adversaire, c'est un qu'on peut le battre. Pourquoi Tidjane Thiam pose problème? Parce que c'est un candidat difficile. On a vu le cas de Pastef au Sénégal. Comparaison n'est pas raison. Mais
Oui, dans le cas du PASTEF, ils ont été soutenus par la plupart des mouvements citoyens et des partis politiques, notamment le PDS. C'est compliqué, c'est pas le même contexte. On met Balater, Soro Djabiga, et puis on avance vers le second sujet, parce que dans 48 heures, justement, un autre géant de l'opposition, en la personne de l'ancien président Laurent Gbagbo, anime un meeting, peut-être l'un de ses plus grands meetings après Dabou, depuis son retour au Bercail, à Port-Boué. Un meeting qui, certainement, est le plus important. Le plus important parce qu'il intervient quelques jours après la publication de la liste électorale définitive qui consacre sa radiation de la compétition électorale en octobre prochain, donc dans seulement 4 mois. Alors là-dessus, la question qu'on se pose, c'est que prépare Laurent Gbagbo? Que prépare-t-il, Soro Djabiga? Tout d'abord, quels sont selon vous les objectifs de ce rassemblement qui doit se tenir dans la commune balnéaire de Port-Boué? Vous savez, aujourd'hui, l'opinion nationale et internationale retient son souffle. C'est l'une des déclarations les plus attendues aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Là, je vous l'ai dit, dans toutes les chapelles politiques, tout le monde fait ses calculs en fonction de ce que le PPAC pourrait dire. Parce que c'est une décision qui est cruciale et décisive. Aujourd'hui, cette intervention vient juste après la radiation définitive de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et la date de ce meeting-là n'a pas été fixée de façon gratuite. Ça a été calculé au millimètre près. D'abord, on annonce le meeting, on fixe la date parce qu'on sait que le 4, il y aura la proclamation de la... Ah non, je suis pas d'accord avec vous parce que on s'attendait plutôt à ce que cela soit fait le 20 juin. La proclamation avait été anticipée. Entre-temps, le meeting avait déjà été programmé par le PPAC. C'est que vous le savez certainement. Le PPAC a quand même... Laurent Gbagbo est quelqu'un qui a géré la... De façon officielle. Voilà, de façon officielle, je m'apprêtais à dire cela. Laurent Gbagbo est quelqu'un qui a quand même géré la Côte d'Ivoire. Il a accès à des renseignements qui sont très importants. Et la date qui a été fixée n'a pas été faite par hasard, je vous le dis. Ils le savaient et ils ont fixé cette date-là juste après la date du 4 juin. Parce qu'il savait qu'il allait avoir un moment important. Et je vous l'ai dit sur ce plateau il y a 2 jours de cela, on n'était pas surpris du fait que Laurent Gbagbo allait définitivement radier de la liste électorale. C'est la réaction de l'opposition. Mais déjà qu'il n'y était pas sur la liste justement, c'est la réaction maintenant qui compte, c'est la réaction qui est importante. Aujourd'hui, l'on s'attend à ce que Laurent Gbagbo d'abord dénonce ce fait-là, le fait qu'il n'ait pas été réintégré sur la liste électorale, mais on s'attend à ce qu'il appelle aussi également à une mobilisation. Il appelle ses militants à descendre dans les rues pour protester, pour dénoncer cela. Et il faut craindre cela. Parce il a déjà fait entendre justement lors du meeting de Dabou. Parce que je me dis même que l'espace est petit pour accueillir le monde qui viendra. Là, je vous dis, en tant que journaliste, pour avoir sillonné beaucoup d'endroits, pour avoir fait des interviews, pour avoir interrogé des gens, je sens la ferveur qui est en train de monter. L'enjeu du moment. Je viens. Il faut craindre. Parce que le PDCI aussi a tenu une déclaration hier. Mais le PDCI n'a pas été précis sur la date de sa mobilisation. C'est à croire que les deux formations s'attendent pour pouvoir se rejoindre au même moment, au même endroit et œuvrer ensemble. On aura l'occasion de revenir justement sur la stratégie prospective de ces différents partis politiques. Alors Jean-Richard Nguessan, quelles peuvent être selon vous les visées de ce meeting qui, comme le relevait à l'instant Soro Djabiga, suscite d'énormes attentes de la part de toute l'opinion publique ivoirienne? Vous savez, on connaît tous les revendications du PPACI. Depuis le retrait de la CEI, le parti a estimé que cette liste compte environ 6,2 millions d'électeurs inscrits de manière irrégulière selon l'article 7. Mais là, c'est plutôt les travaux du Front populaire ivoirien de Pascal Affi-Nguessan sur lesquels se base la majeure partie de l'opposition ivoirienne. A fait ses études également. Le PPACI a fait ses études et le PPACI a démontré également qu'il y a des irrégularités sur la liste. Et le PPACI estime également qu'en l'état actuel des choses, cette liste électorale n'est pas crédible pour les élections. Elle dénonce également la non-inscription du président Laurent Gbagbo. Donc, forcément qu'à ce meeting, on attend un Laurent Gbagbo assez virulent qui va critiquer plus ou moins les décisions prises par non seulement le pouvoir, va dénoncer l'attitude de la commission électorale. Après, je me dis qu'on sera dans la même dynamique du discours de Dabou. On sait déjà au discours de Dabou, il n'était pas sur la liste électorale. Le fait qu'il ne soit pas sur cette liste électorale définitive n'est pas une surprise pour lui. Donc je me dis, on attend véritablement de voir ce qu'il va donner comme information nouvelle. Mais est-ce que cette information aura le mérite de bouger les lignes? C'est la grosse interrogation. Soro Djabiga, on va vous laisser évoluer justement sur les enjeux de ce meeting.
Vous parlez tout à l'heure du fait que Laurent Gbagbo pourrait, dans la suite du meeting de Dabou, donner des mots d'ordre à ses militants qu'il a déjà plus ou moins mis en jambe par rapport aux perspectives de revendications électoralistes. À Port-Boué, qu'est-ce qui pourrait en sortir concrètement? C'est vrai que vous tablez sur des mots d'ordre, mais dans quel cadre est-ce que cela pourrait se faire? Vous évoquez, avant qu'on ne passe la parole à Jean-Richard, une possible conjonction avec le PDCI et d'autres formations politiques, pourquoi pas le COGEP de Charles Blé Goudé, pour se mettre ensemble pour manifester. D'abord, je vais revenir au meeting de Dabou, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a eu deux événements, il y a eu deux choses majeures au meeting de Dabou. La mobilisation exceptionnelle, inattendue qu'il y a eu à Dabou, qui a paralysé la ville de Dabou. L'engouement que cela a suscité, des militants qui sont venus de partout de la Côte d'Ivoire pour venir la veille, qui ont dormi dans des conditions difficiles pour pouvoir assister à ce meeting-là. Et le discours que Laurent Gbagbo a tenu, où il a d'abord dénoncé le fait qu'il n'ait pas encore été intégré sur la liste électorale, et il a appelé maintenant les militants au comité politique qu'ils ont tenu 2 semaines après. Il y a eu cela. Et lors du comité politique, ils ont encore dénoncé cela et ils ont dit aux militants de se tenir prêts. N'est-ce pas? Là, maintenant, on part au meeting de Port-Boué, où la mobilisation est en train de susciter une telle ferveur qu'on ne sait plus si le site véritablement pourra accueillir tous les militants qui vont venir. Ça, c'est de 1. Et de 2, ce meeting intervient juste après la publication de la liste électorale définitive. Où Laurent Gbagbo ce qui fait monter les enchères. Ce qui fait monter les enchères. Et aujourd'hui, ce que tout le monde craint et ce qui est une évidence, c'est qu'il dénonce d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, cela, et qu'il appelle les militants à la mobilisation. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vu que le PDCI et le PPAC se retrouvent dans la même situation, la seule alternative, la seule option qui s'offre à eux aujourd'hui, c'est une action conjointe. Une action conjointe, le dire comme ça, c'est facile. Au micro, c'est facile de le prononcer. Mais quand on sera sur le terrain, dans la manifestation, dans la réalisation, ça va mettre la Côte d'Ivoire en difficulté. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Les leaders religieux l'ont dit. Tout le monde l'a dit. Moi, je l'ai dit sur ce plateau ici que les guides religieux ont un rôle de vigie morale parce qu'ils voient les choses venir à l'avance. Et ils l'ont vu venir, ils ont dénoncé, on leur a dit, on leur a attribué des appartenances politiques. Voilà que nous sommes sur le fait aujourd'hui. On part à ces élections-là sans les 4 grandes figures majeures de l'opposition. Guillaume Soro, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Est-ce que le RHDP pourra aller seul à ces élections-là? Est-ce que le gouvernement pourra contenir la ferveur militante, l'ardeur militante qui est en train de remonter, la résilience et les frustrations qui commencent à se transformer en rébellion? Est-ce qu'on pourra contrôler tout ça? Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est la mobilisation totale majeure de tous les militants de l'opposition. Jean-Richard, est-ce que vous craignez, comme Soro Djabiga, qu'il y ait des débordements? Emo Sylvestre, secrétaire exécutif du PDC, qui annonce hier seulement que des manifestations auront lieu pour contester l'élimination de Tidjane Thiam de la course électorale. Et Laurent Gbagbo, qui est connu comme étant un fait mobilisateur en Côte d'Ivoire, il faut le lui reconnaître tout de même, et qui, dans 48 heures, se prépare à apparaître devant ses partisans dans une posture probablement offensive. C'est le moins que l'on puisse dire quand on suit le discours de Dabou. Alors, est-ce que l'on doit craindre justement une déflagration ou une escalade dans les revendications de l'opposition? On aurait aimé ne pas assister à une telle situation parce qu'il y a une escalade verbale qui s'installe de plus en plus. Et puis vous savez, on connaît aussi le poids politique de Laurent Gbagbo qui depuis 1990 était déjà sur le devant de la scène politique aux premières élections, le multipartisme notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'homme est révigoré depuis son retour, depuis qu'il a été acquitté en 2019 et son retour en Côte d'Ivoire. Je me dis qu'il est important pour nos leaders politiques et pour le pouvoir aussi en place d'ouvrir une brèche à l'opposition. Je me dis qu'il y a encore la possibilité, pourquoi pas, de discuter sur un certain nombre de points. Il y a encore cette possibilité-là. La discussion pour aboutir à quoi? Parce que je me dis que de part et d'autre... À la réintégration des figures effacées du fichier électoral. N'empêche que avant ces élections, il faut qu'il y ait des discussions. Il faut que de part et d'autre, il y ait des concessions. Parce que aujourd'hui, la population retient son souffle. Ils sont nombreux dans la Côte d'Ivoire profonde à faire des emplettes, à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il adviendra à l'issue des prochaines élections, même avant? Parce que déjà, à 4 mois des élections, il y a une certaine tension qu'on sent le discours politique se durcit. Qu'est-ce que le président Laurent Gbagbo va dire? Déjà, le président, au niveau du PDC, le ton se durcit. Avec l'arrestation de M. Innocent Yao, le son se durcit également.
Après, on s'est dit qu'il est important de discuter. C'est vrai qu'on ne peut pas être forcément d'accord sur tous les points, mais au moins avec les discussions, on peut trouver des concessions, on peut essayer de balayer plus ou moins les questions qui fâchent pour aller à des élections assez paisiblement. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui nous est donné de voir à quelques mois des élections, ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Après tout ce qu'on a vécu durant toutes ces années, en 2025, vivre la même situation, je me dis que la maturité politique n'est pas encore assez présente en Côte d'Ivoire. Pratiquement tous les soirs sur ce plateau, on revient sur la même question. Le dialogue politique tant réclamé par l'opposition aura-t-il lieu? C'est la grosse interrogation qu'on se pose, qui finit par conclure la plupart des sujets que nous abordons. Parce que l'opposition le réclame. Aujourd'hui, tout le monde est situé sur son sort. Et en perspective, on s'attend à une candidature du chef de l'État sortant pour le compte du RHDP au pouvoir. Est-ce que, Soro Djabega, vous croyez que, d'après ce que vous observez dans le climat sociopolitique actuel, que les positions des uns et des autres pourraient finir par se rapprocher et que l'on puisse aboutir à des solutions consensuelles, mais jusqu'où? La tenue, oui ou non, du dialogue politique dépendra des moyens de pression que l'opposition pourra exercer sur le régime en place. Jusqu'à quel point? Je l'ai dit tantôt. Le PDC à lui seul ne peut pas contraindre le gouvernement à revenir sur la table de la négociation. Mais quand on parle de moyens de pression, il faut parler peut-être des manifestations. Jusqu'à quel point? Le rapport de force, il est à tous les niveaux. Il se situe d'abord dans la mobilisation sur le terrain. Auprès de pertes en vies humaines. Je viens, il se situe d'abord à la base, quand on descend dans la rue, c'est pas pour mourir, c'est pas pour tuer des gens, c'est pas pour casser. C'est pour montrer à l'opinion nationale et internationale que nous sommes nombreux à vouloir telle chose. Donc, les moyens de pression se situent d'abord au niveau de la mobilisation, au niveau de la communication, au niveau des lobbying à l'international, au niveau de la communauté internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, et au niveau de plusieurs enjeux, plusieurs choses que nous voyons. Tidjane Thiam aujourd'hui a sillonné plusieurs chapelles, a sillonné plusieurs chancelleries à l'international. Mais on attend le retour. Si effectivement il est influent, comme il a été annoncé en Côte d'Ivoire ici, on va voir le retour de ses actions. S'il n'est pas influent, nous le serons aussi. Aujourd'hui, il faut le dire, les choses claires et nettes. Est-ce que les membres du PDC, est-ce que les Ivoiriens avaient imaginé qu'un Tidjane Thiam pourrait être radié de la liste électorale? D'abord, considérant ses filiations, ses liens de filiation avec le père fondateur de la Côte d'Ivoire, aussi avec son poids à l'international, avec les postes qu'il a occupés à l'international, c'est inadmissible de comprendre qu'un Tidjane Thiam aujourd'hui est radié de la liste électorale. C'est difficile. Donc aujourd'hui, il a fait des lobbying, certes, mais on attend le résultat de toutes ces actions, de toutes ces réunions qu'il a menées à l'international. Mais aussi au plan national ici, l'opposition pourrait se mettre ensemble, pourrait se réunir. Et ça constitue un atout majeur. Parce que je connais la force de mobilisation du PDCI, je connais la force de mobilisation du PPAC et des autres partis qui les entourent. Voilà, le COGEP, le MGC, le GPS, même s'il a été dissous, mais l'esprit demeure quand même. Les militants de Guillaume Soro sont là. Donc la mobilisation de l'opposition dans son entièreté pourrait faire basculer la balance en leur faveur. De sorte qu'il y ait, selon vous, éventuellement un dialogue ouvert avec le gouvernement. Jean-Richard Nguessan, on vous laisse toute la place pour la traditionnelle revue de presse quotidienne. Merci Adji. Ouvrons cette revue de presse avec l'intelligent d'Abidjan, coopération Sud-Sud. Pascal Touot, expert en relations internationales, plaide pour un renforcement de la coopération. Dans un entretien accordé à l'intelligent, il plaide pour un renforcement de la coopération Sud-Sud et il livre notamment son regard sur les grands enjeux géopolitiques, économiques, technologiques qui lient aujourd'hui les différents continents. Poursuivons cette revue de presse en nous arrêtant toujours sur ce titre au niveau de l'intelligent d'Abidjan qui parle de la liste électorale définitive 2025. Le RHDP, même pas peur. Et puis, suite à la publication de cette liste électorale, Zadi Djedje a animé une conférence de presse. Il estime que suite à la sortie de cette liste électorale, il ne doit pas avoir de violence et dit 1000 fois non. Et puis, présidentielle 2025, Thiam, Gbagbo, Blegoudé, Soro, définitivement hors course, nous apprend le patriote. Et puis, toujours dans la même lancée, le jour plus nous informe qu'après la saisine de l'ONU, le gouvernement répond à Tidjane Thiam. La Côte d'Ivoire est un État souverain. Nous apprécierons une fois que les conclusions auront été rendues. Gbagbo, Soro, Blegoudé et tous les condamnés par la justice également radiés.
Le quotidien d'Abidjan revient également sur la présidentielle 2025. Gbagbo, Cham, Soro et Blé Goudé, tous radiés de la liste électorale définitive. Ceux qui criaient à l'exclusion hier ont osé faire ça. Soro appelle tous les exclus à une alliance. Et le nouveau réveil barre à sa une, radiation des leaders principaux de l'opposition. Et sur l'heure de l'union sacrée de l'opposition avait sonné en affichant côte à côte les photos du président Cham et du président Laurent Gbagbo. Et puis radiation de la liste électorale, notre voix écrit Ouattara rattrapé par la VAR. Il n'y aura pas d'exclusion en Côte d'Ivoire. Le RHDP a peur de ses adversaires. Ses promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et affiche toujours sur notre voix, affiche le peuple ne l'acceptera pas. Et puis le PDCI annonce des manifestations. Et puis le sursaut, parlons d'autre chose avec le sursaut. Après l'incendie dans la commune d'Adjamé, la démolition du petit marché Petit Lomé s'impose. Une opération urgente pour éviter une autre catastrophe. Le marché n'est plus qu'une ruine dangereuse. L'État doit agir et reconstruire. Et puis, une fois n'est pas coutume, terminons ce tour d'horizon de l'actualité avec Super Sport. Super Sport qui affiche Canadian Shield Cup. Les éléphants veulent rugir d'entrer face aux Whites. Rappelons que ce tournoi se déroule du 7 au 10 juin prochain. Ça sera du côté du Canada et les éléphants ouvriront le tournoi notamment avec la Nouvelle-Zélande. Rappelons à toutes fins utiles que le Canada, l'Ukraine, la Côte d'Ivoire participent à cette compétition. Merci Jean-Richard Nguessan. Soro, un mot comme d'habitude sur ces différents titres évoqués par Jean-Richard. Oui, j'ai été marqué par deux titres. D'abord, le RHDP n'a pas peur. Je me pose la question de savoir si on n'a pas peur, pourquoi on écarte des candidats? Quand on vous dit qu'un enfant vient chez vous pour vous battre et que vous fermez toutes les portes à double tour, vous mettez même des... Est-ce que c'est le RHDP qui écarte les candidats? Non, j'aimerais être pragmatique. Parce que jusqu'à présent, nulle part, j'aimerais être pragmatique. J'aimerais être pragmatique. Le RHDP est content de la gouvernance actuelle parce que c'est le seul parti aujourd'hui qui gère le pays. Ils ont le droit. Justement, non, je ne leur retire pas cela. Mais je dis qu'ils sont comptables de cela. Maintenant, j'aimerais revenir sur une déclaration du président Alassane Ouattara en 2019 lors d'une visite d'État à Katula. Il a dit en 2020, il n'y aura pas d'exclusion parce que ce sont les exclusions qui envoient la guerre. Il a dit qu'il n'est pas le genre de personne qui exclut des gens à des élections et que tous ceux qui veulent se présenter allaient se présenter. En 2020, il y a eu la bagarre, il y a eu près de 100 morts. En 2025, toutes les grandes figures de l'opposition ont été radiées. Il est rattrapé aujourd'hui par la VAR. Et en tant que fils, nous, on aimerait interpeller le président de la République afin qu'il revoie sa posture pour pouvoir éviter que la guerre revienne effectivement dans le pays. Merci. Très bien, merci Soro pour vos commentaires. On va se dire au revoir. Demain, c'est la fête de Tabaski. Bonne fête à tous nos amis musulmans qui nous suivent de partout dans le monde, y compris bien sûr de la Côte d'Ivoire. Et on se retrouve, nous, dans quelques jours pour décrypter d'autres sujets de l'actualité nationale. Au revoir.